État et religion en Inde. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur ce point. En introduction, on va définir les termes. Quand on parle de l'Inde aujourd'hui, on parle de l'Union indienne. L'Union indienne est un État d'un peu plus de 1,3 milliard d'habitants, dont la capitale est Delhi. Cet État est un État multiculturel ou multireligieux. Elle est une démocratie installée depuis 1947 et l'indépendance de l'Inde vis-à-vis de son pays colonial qui était le Royaume-Uni. L'indépendance est menée par un parti politique qu'on appelle le Parti du Congrès. Ce Parti du Congrès est consubstantiel du modèle de sécularisme indien. En effet, Gandhi et Nehru, les chefs du Parti du Congrès, souhaitent garantir l'écriture d'une constitution en 1950 qui garantisse un pays multiculturel et donc une tolérance envers toutes les religions. Or, en 1950, la situation n'est pas si simple. En effet, l'Inde, à sa décolonisation, connaît une partition en deux parties. Le Pakistan, divisé en deux, avec le Bangladesh à l'est et le Pakistan à l'ouest, concentre les musulmans. Il est dirigé par la Ligue musulmane de Jinnah. L'Inde, au milieu, est un État qui se veut multiculturel, qui concentre principalement les hindous, mais également de fortes minorités religieuses. Cela nous permet de passer au deuxième point sur les minorités religieuses. L'Inde est un pays essentiellement hindou, l'hindouisme regroupant 80% de la population indienne. Cependant, depuis l'indépendance, la proportion d'hindous a tendance à diminuer. Celle-ci était en effet de 85% à l'indépendance, elle n'est plus que de 79% aujourd'hui. Cela s'explique par la montée en puissance de minorités religieuses. Il s'agit des musulmans, tout d'abord, qui représentent 14% de la population, soit près de 200 millions d'individus. Il y a des chiites et des sunnites. Les musulmans sont représentés de partout dans l'Inde et dans tous les États de l'Inde. Certains États sont à majorité musulmane, comme le Cachemire, mais c'est extrêmement rare et il n'y a aucun État dans lequel il n'y a pas de musulmans. Ces musulmans sont intégrés à la société indienne, bien qu'il y ait un certain nombre de problèmes que nous verrons dans cet exposé. Ensuite, il y a d'autres minorités religieuses. Il y a les Sikhs qui sont concentrés au Pendjab, qui représentent 2,2% de la population indienne et qui représentent une religion à part. Enfin, il y a les chrétiens qui sont surtout présents dans le Kerala, également autour de Calcutta, et donc c'est une religion qui est présente en Inde autour de 2% de la population. Ensuite, il y a le bouddhisme qui est présent autour de la Chine, donc c'est normal parce que c'est la religion de la Chine et de la Birmanie, donc dans le Mizoram, dans le Assam, là on a pas mal de bouddhistes, et enfin il y a d'autres petites religions comme le jaïnisme ou même le zoroastraïsme qui sont présentes en Inde, mais c'est là qui sont minoritaires. Enfin, quand on dit minoritaire, vu la population de l'Inde, cela fait toujours de la population. Néanmoins, on va retenir les 4 religions principales qui sont l'hindouisme, le christianisme, l'islam et le sikhisme. L'Inde, maintenant, connaît une faible sécularisation, c'est-à-dire que la religion a une grande importance dans la société indienne et il est important pour les Indiens et la pratique religieuse est très forte en Inde. Et donc on va se demander comment l'Inde, l'Union indienne, elle gère politiquement sa diversité religieuse et du coup l'importance des religions dans sa société. Alors tout d'abord, dans un premier point, on va voir que le modèle de laïcité indien, il est propre à l'histoire de l'Inde et qu'il a été promu par les pères fondateurs. Donc en anglais déjà le mot laïcité n'existe pas et donc on parle de sécularisme. Du coup, quand on va parler du modèle de laïcité indien, parce que c'est un modèle de laïcité, ni plus ni moins, c'est une manière de séparer la religion et l'État, on parle de sécularisme d'État. Donc quand on parle de sécularisme indien, on parle du sécularisme de l'État indien et donc de la manière dont l'État indien, dans sa constitution et dans son organisation, sépare la religion de ses administrations et donc de l'État, de l'organisme d'État. Donc quand on parlera de sécularisme d'État, on parle du modèle de laïcité. Donc en Inde, l'État reconnaît les religions. Il reconnaît les religions, elles sont reconnues comme aux États-Unis et elle leur donne même des prérogatives. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de législations civiles, par exemple, qui sont liées au mariage, qui sont liées à la propriété, qui sont liées aux groupes religieux. Et les individus sont redevables des lois civiles de leur groupe religieux. De plus, les religions sont reconnues et intégrées dans les cérémonies militaires et administratives de l'armée notamment. Mais les religions, elles sont traitées totalement à égalité. Et parfois, l'État va imposer sa réglementation contre la tradition religieuse. Par exemple, dès la Constitution, et puis ensuite c'est réaffirmé, l'État indien interdit
les traditions religieuses, et notamment les castes. Il ne reconnaît pas les castes et il interdit les discriminations de type religieuse. Par ailleurs, l'État indien marque son sécularisme en luttant contre les extrémistes religieux de tout type, principalement sikhs, hindous et musulmans. Alors, tout d'abord, il faut dire, après avoir présenté rapidement ce modèle de laïcité, il faut expliquer que cela c'est lié à l'idéal de Gandhi. En effet, en 1947, quand Gandhi crée l'État indien, il s'agit de mettre les religions à égalité, donc on renonce au nationalisme hindou. C'est-à-dire que l'identité indienne n'est pas une identité hindoue. Ça, c'est l'hindouité, on verra plus tard. Et du coup, il faut absolument se détacher de la religion. Pourquoi ? Parce que c'est une démocratie, l'Inde. Et donc il faut que les hindous soient à égalité dans la démocratie avec les musulmans, qu'ils soient à égalité avec les sikhs. Et ce modèle d'égalité, il doit s'inscrire. Alors il y a différentes choses donc, par rapport à l'inscription de ce modèle de laïcité qui est au père fondateur. Déjà, il est inscrit dans la Constitution de 1950 que les discriminations religieuses sont interdites, que tous les citoyens sont à égalité, que l'Inde est une démocratie. Et donc déjà, là, on ne reconnaît pas les identités religieuses dans la démocratie vis-à-vis des citoyens. Ensuite, en 51, c'est l'interdiction des castes. Donc là, on voit que l'État veut se détacher totalement de l'hindouisme. Donc les castes ne sont pas reconnues dans l'administration, même si en réalité, il y a des discriminations liées aux castes, vu que les hautes castes ont les hauts postes, notamment dans l'armée, principalement, ou même dans l'administration. Et enfin, en 76, c'est l'inscription de ce modèle de laïcité dans la Constitution. Donc voilà, l'Inde, pour être une démocratie, elle a besoin de placer toutes les religions à égalité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que l'Inde est un pays qui éprouve son multiculturalisme. Ça, pour la concorde, il est nécessaire d'y avoir la tolérance. Alors ça, c'est un peu la théorie de Gandhi et du Parti du Congrès, c'est qu'il faut être tolérant pour vivre ensemble, et que l'Inde, elle a vécu pendant son passé. Ça a été un pays multiculturel. Par exemple, au XVIe siècle, les Moghols musulmans dominaient l'Inde, donc ceux qui ont construit le Taj Mahal, mais en même temps, la majorité de la population était hindoue. Donc il y a toujours eu une survivance de différentes communautés. Et il ne faudrait pas un écrasement d'une communauté l'un sur l'autre. Et là, le Parti du Congrès promeut ce multiculturalisme. Et ça, c'est des valeurs gandhiennes d'universalisme et de tolérance qui prônent ça. Et donc le choix du drapeau indien, orange, l'hindouisme, blanc, la paix, vert, l'islam, montre bien cette volonté de concorde et de paix entre communautés, drapeau du Congrès qui est d'ailleurs repris par l'Union indienne. On verra que le BJP n'a pas les mêmes symboles. Ensuite, l'Inde est un pays réellement multiculturel, avec ses langues. Et donc, le multiculturalisme indien va au-delà de la religion. Certes, on a vu les différentes religions en introduction, donc on ne va pas revenir dessus, mais également, l'hindi, qui est la langue majoritaire, n'est pas la seule langue. Le tamoul est largement parlé dans le sud, et il y a plein d'autres langues comme le bengali qui sont parlées dans certaines zones. Donc l'Inde est un pays qui éprouve son multiculturalisme avec des coutumes différentes qui se côtoient, et cela ne se pose pas de problème. Et on voit même dans l'exemple du Kerala qu'au sein même d'un même État, il y a certains districts qui sont à majorité musulmane, certains districts qui sont à majorité chrétienne et d'autres districts qui sont à majorité hindoue. Donc ce multiculturalisme est éprouvé. Et cela depuis des années. Par contre, en Inde, on ne vit pas ensemble. C'est un multiculturalisme d'à côté. Il y a des quartiers hindous, des quartiers musulmans, mais cela n'empêche pas le multiculturalisme. Alors, on va ensuite montrer que la société indienne, elle est peu sécularisée, et que ça, le fait que les religions sont très importantes, très présentes dans la société, ça met en difficulté le modèle de sécularisme d'État. Donc, tout d'abord, on peut voir que les minorités religieuses, elles sont en forte croissance et qu'elles font valoir leurs droits. Donc déjà, on voit que si en Inde, toutes les religions sont acceptées à pratiquer, l'hindouisme est très majoritaire. Mais il y a une augmentation du nombre de musulmans. Ceux-là qui ne représentaient que 10% de la population en 1947 représentent 14% de la population aujourd'hui. Et il y a une intensification de l'activisme musulman. C'est également le cas de l'activisme sikh, qui est de plus en plus présent et militant, notamment au travers de groupuscules sikhs, et les sikhs ont eu une pratique massive de l'attentat. Alors, cela peut déboucher sur des actions violentes. Par exemple, en 2001, il y a eu l'assaut du Parlement de Delhi qui a été fait par un groupuscule musulman et très réprimé par l'État indien. Ensuite, le fondamentalisme islamique met en danger
cette concorde parce que, même si la majorité des musulmans ne se reconnaissent pas dans le fondamentalisme islamique, parce qu'il est rattaché au Pakistan, mais ça on le reviendra tout de suite après. Ensuite, il y a des guerres interminorités religieuses avec les hindouistes. Et par exemple, au Punjab, il y a un terrorisme sikh qui vise à s'opposer à la minorité hindoue, avec, donc, parce qu'au Punjab, les Sikhs sont majoritaires. Et du coup, il y a donc des violences intercommunautaires, mais surtout avec une affirmation de la volonté presque séparatiste des minorités religieuses. Donc par exemple, il y a même, le sikhisme va prôner son action même à l'étranger, même au Canada. Récemment, il y a eu un conflit diplomatique entre le Canada et l'Inde, parce que les Sikhs s'estimaient discriminés, et le Canada a fait une remontrance à l'État indien pour la discrimination des Sikhs. Or la discrimination concernait un groupe sikh qui était un groupe terroriste sikh qui réclamait la séparation du sikhisme de l'Inde, et ça va contre le modèle de sécularité indienne, et ce qui a provoqué une réaction assez violente de l'État indien contre le Canada. L'hindouisme ensuite a une forte incidence sur la sphère sociale, et ça fragilise le sécularisme d'État. En effet, donc déjà l'hindouisme c'est la religion de près de 80% des Indiens, et donc les Indiens sont marqués par l'hindouisme dans leur vie. Au-delà de la visite des temples, qui est très fréquente dans la confession hindoue, c'est surtout la logique des castes qui définit l'organisation sociale. En effet, il y a les hautes castes, les grandes varnas, donc les kshatriyas, les vaishyas et les brahmanes, qui dirigent la société. Ensuite, il y a les castes inférieures, donc on appelle les basses castes, les shudras, qui eux ont un rôle intermédiaire, mais carrément le système des castes exclut un certain nombre de citoyens, qui sont les dalits, qu'on appelle nous en français les intouchables, qui eux ne sont pas intégrés dans le système. Et donc du coup, ça reproduit des distinctions sociales, et donc ça a une forte influence sur la société. D'accord ? Et ainsi, si en théorie il n'y a pas de discrimination, en réalité il y en a. Et certains nationalistes hindous prônent même le respect dans l'État et dans les administrations de ces discriminations, parce que c'est le respect de la tradition hindoue. D'accord ? Et du coup, cette présence sociale, elle fragilise cette volonté d'être sécularisé, du sécularisme d'État, parce qu'en réalité, dans l'État, on retrouve et dans les administrations, on retrouve ces différences. Enfin, on peut aussi noter que les difficultés avec le Bangladesh et le Pakistan montrent l'omniprésence de la question religieuse, notamment vis-à-vis des musulmans, et que le nationalisme hindou, qui est en croissance, présente ces difficultés avec le Bangladesh et le Pakistan comme des conflits religieux, et finalement une croisade religieuse contre les musulmans. Alors déjà, le Pakistan et le Bangladesh se sont séparés en 1971, le Bangladesh est devenu indépendant. Les tensions sont fortes avec ses deux voisins. Avec le Pakistan, elles sont historiques, et notamment liées au Cachemire, parce que la frontière dans le Cachemire est contestée par le Pakistan, qui veut récupérer une grande partie de la population cachemiri étant musulmane. Donc la frontière indo-pakistanaise est en forte tension, et elle est fermée depuis le début des années 90. Il y a eu 3 guerres entre l'Inde et le Pakistan. Ces deux pays ont obtenu la bombe atomique en 1998, et depuis les tensions se sont calmées, parce que forcément s'il y a tension, ça risque d'être trop important. Néanmoins, l'Inde accuse le Pakistan d'héberger des terroristes, et elle a demandé l'extradition de plusieurs Pakistanais, et ça crée des difficultés avec la communauté musulmane en Inde. Alors avec le Bangladesh, les tensions sont très très vives également, du fait de l'immigration forte des Bangladeshis vers le Bengale, notamment vers Calcutta, et là il y a des tensions qui sont importantes. Bref, on observe que les tensions religieuses en Inde augmentent, et que cela met en danger le sécularisme d'État, mais que ce soit les tensions des minorités religieuses, que ce soit l'hindouisme lui-même qui met en danger le sécularisme, ou alors même que ce soit les relations avec les pays voisins de l'Inde qui sont teintés de religion. Enfin, l'exemple de la mosquée d'Atoya, qui est une mosquée du XVIe siècle qui est placée sur l'emplacement d'un temple hindou, et que cette mosquée qui a été détruite par le BJP, et sur lequel on va reconstruire un temple, montre bien cette tension qu'il peut y avoir entre les communautés. Voilà pour ces exemples de violence. Alors maintenant, on va montrer dans le dernier point que le nationalisme hindou et le BJP mettent en danger ce modèle de laïcité. Alors, tout d'abord, il faut montrer ce qu'est le concept d'hindouité. Donc, les nationalistes hindous, qu'on va présenter rapidement ensuite, sont basés sur le concept d'hindouité. Alors, le concept d'hindouité, c'est l'idée que l'identité d'un Indien, c'est l'hindouisme, et qu'on est un bon Indien parce qu'on est un bon hindou. Et donc, du coup, la fusion entre les deux tend à un refus du sécularisme. Donc,
le BJP est arrivé au pouvoir en 2009. Bon, il avait été au pouvoir auparavant, mais là, il est arrivé au pouvoir en 2009 sur un programme ouvertement sécuritaire et religieux qui vise à mettre en avant ce concept d'hindouité. Et il y a un certain nombre de mesures, par exemple l'interdiction de la consommation de bœuf, par exemple, et sa pénalisation dans certains États, la destruction de temples, mais également la non-punition de bastonnades, donc de pogroms envers les musulmans, dont est accusé Narendra Modi au moment où il était gouverneur du Gujarat, montre cette politique peu favorable au sécularisme et cette politique pro-hindou. De plus, on peut noter, on va en dire plus sur les symboles du BJP. Le BJP prend comme symbole le orange, et le orange c'est la couleur de l'hindouisme. Il prend la fleur de lotus qui est le symbole de l'hindouisme. Donc il refuse la neutralité et il se met dans la religion. C'est un parti qui s'exprime comme un parti religieux. Alors pour finir, le nationalisme hindou met en danger par les actions qu'il prend depuis sa présidence en 2009, ce modèle de sécularisme. Alors, il ne faut pas non plus exagérer ce danger, mais Narendra Modi est accusé de privilégier les hindous. Alors déjà, en ensemble de contestations l'année dernière, en 2018-2019, enfin non, il y a 2-3 ans, qui sont liées à la loi sur la citoyenneté. Donc l'idée, c'était d'aménager l'amendement 18-19 et de faire en sorte de faciliter l'accession à la citoyenneté indienne des minorités religieuses, de toutes les minorités religieuses, sauf des musulmans issus des pays voisins, donc du Pakistan, du Bangladesh et de l'Afghanistan. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en situation irrégulière en Inde de ce fait-là. Du coup, les musulmans ont considéré que c'était une loi discriminatoire, de quoi s'est défendu Modi, parce qu'il estimait que les musulmans n'étaient pas concernés par cette immigration-là, vu qu'ils pouvaient très bien vivre dans les pays voisins, alors que ce n'était pas le cas des hindous, des jaïnistes, des bouddhistes, etc. Donc, pays voisins musulmans, bien sûr. Et du coup, il y a eu des émeutes à Delhi, notamment, notamment dans les quartiers musulmans. Il y a eu des émeutes. Bon, la situation de Narendra Modi n'a quand même pour l'instant pas déclaré la guerre aux musulmans et on n'est pas dans une situation de crise interne. Le concept d'hindouité en reste au principe. Et il n'y a pas de mesures discriminatoires qui ont été prises ouvertement envers les musulmans. Et l'affirmation du principe d'hindouité est plutôt mise en avant d'un point de vue idéologique et propagandiste, mais ne s'est pas traduit dans la loi et dans les transformations actuelles des structures de l'État indien. La constitution n'a pas été modifiée. Alors Narendra Modi quand même connaît néanmoins un grand succès. Il a été réélu triomphalement en 2019. Il est extrêmement critiqué par les Occidentaux pour son nationalisme. Notamment là actuellement dans la crise du Covid, il est extrêmement critiqué. Néanmoins, il est toujours Premier ministre de l'Inde et relativement populaire si on en croit les différents sondages, surtout les différentes élections locales. Le parti du Congrès, lui, est en totale perdition en Inde, complètement critiqué, notamment pour ses élites corrompues. Rahul Gandhi, qui est l'actuel leader du parti du Congrès, est extrêmement affaibli. Donc voilà pour la politique actuelle indienne et pour les difficultés du modèle de sécularisme, ce qui ne sont pas non plus à exagérer. Donc voilà, on a terminé sur ce point. L'Inde a donc su gérer son modèle multiculturel de manière assez originale, en mettant en place un sécularisme tolérant, mais qui montre une indépendance et une neutralité de l'État. Néanmoins, il y a des tensions en Inde et qui mettent à mal ce modèle de sécularisme. Tensions qui sont liées à la montée du nationalisme hindou, mais également à la présence de minorités religieuses et à l'extrémisme de certaines. Voilà pour ce tutoriel, et à bientôt pour un nouveau tuto en Histoire Géo.